Alors, merci beaucoup. Donc, c'est vraiment un réel plaisir d'être ici à Strasbourg, cette ville où je suis né français. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être ici, où j'ai passé plusieurs années, et puis je remercie à mon tour les organisateurs du colloque, et avec une petite mention spéciale une fois de plus pour Delphine, puisque non seulement elle est efficace, mais tout ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Et donc, c'est très agréable de pouvoir collaborer avec elle. Merci. Alors, il est temps, au 21e siècle, il est temps aujourd'hui, en 2016, il est vraiment temps que nous en finissions avec les lieux communs qui encore circulent à propos des usages des technologies de l'information et de la communication chez nos ados. Il est temps que nous en finissions avec ces lieux communs qui sont contrecarrés par des recherches sérieuses qui nous montrent que nous, encore aujourd'hui, nous entretenons des lieux communs qui sont inefficaces pour nous dans les pratiques. Il est temps vraiment que nous arrêtions de suivre un propos journalistique qui est digne du sens commun et qui nous fait croire des choses sur ces usages des technologies de l'information et de la communication, et en particulier de l'image. Quelques lieux communs. Les adolescents maîtriseraient parfaitement les mondes numériques, alors que les parents seraient des ringards relégués à la préhistoire de l'humanité. Premier lieu commun, ce n'est pas vrai, on le sait très bien, que les adolescents ont évidemment des grandes compétences et en même temps des grandes lacunes, entre autres, et vous le savez sans doute, en termes de recherche de sources et d'informations sur Internet. Deuxième lieu commun, le nombre. La recherche de nombres, la recherche d'amis sur les réseaux sociaux, la recherche de like aurait remplacé la recherche de relations de qualité. Ce qui est faux également. Des recherches très sérieuses, notamment ma collègue Claire Balaise en Suisse, a montré au contraire que les adolescents ont plus que jamais besoin de montrer qu'ils ont des relations privilégiées et intimes. Troisième lieu commun, les mondes numériques seraient en fait des mondes virtuels dans lesquels il n'y aurait aucune limite. Alors que nous savons très bien que les adolescents font constamment sur Internet l'expérience de la limite. Ils se heurtent en permanence au regard des autres, aux validations, mais aussi aux invalidations. Des lieux communs dont il faut se départir en tant que parents, professionnels et aussi en tant que chercheurs. Alors, pourquoi on en arrive à des lectures erronées, en quelque sorte, de ce qui se passe aujourd'hui sur Internet et sur les réseaux sociaux de façon plus spécifique? En fait, l'un des problèmes est que nous pensons encore tout ceci à travers la notion de cyberespace. Le cyberespace au singulier, comme s'il s'agissait d'un seul espace homogène. C'est le fameux « il est encore sur Internet ». C'est le fameux « il envoie des messages ». Mais qu'est-ce que cela veut dire? Où est-il exactement? C'est le fameux « il joue à des jeux vidéo ». À quel type de jeux vidéo? À quel genre de jeux vidéo? Il est sur Internet, il est sur les réseaux sociaux, il est en train de faire de la recherche. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Mais pourtant, nous passons notre temps à dire, et on l'entend très souvent, il est sur Internet, ils sont sur Internet. Or, les choses sont beaucoup plus complexes. Nous ne pouvons pas comprendre ce que nos ados font si nous ne questionnons pas plus spécifiquement leurs pratiques numériques de façon très concrète. Le cyberespace n'est pas homogène. C'est pour ça qu'on le remplace en sociologie par les mondes numériques. Les mondes numériques, en rappelant la pluralité des espaces qu'ils peuvent trouver via les différents dispositifs techniques. Autre chose importante, c'est que le cyberespace, lorsqu'on en parle de cette façon, serait en quelque sorte clivé par rapport au monde physique. Comme si ce qui se passait sur Internet était complètement opposé à ce qui se passait dans les mondes physiques. Comme s'il n'y avait pas d'interaction entre les deux, alors qu'aujourd'hui, au 21e siècle, nous savons très bien que pour comprendre ce qui se passe sur Internet, nous devons interroger ce qui se passe dans les mondes physiques et vice-versa. Donc, il faut sortir de cette vision des choses, et je vais tenter de vous le montrer à partir, finalement, non pas d'un point de vue adultocentré, un point de vue adultocentré, c'est-à-dire
un point de vue d'adulte qui s'intéresse aux risques qui le perturbent, mais plutôt à partir des enquêtes qualitatives que nous menons et finalement de ce que les adolescents disent eux-mêmes des risques qu'ils disent prendre sur Internet. Et on verra que nous sommes bien entendu parfois en inadéquation. Alors, on parle parfois de l'investissement des ados par rapport aux technologies de l'information et de la communication, comme si cela était une évidence, comme si cela était naturel. Nos adolescents, rappelons-le, ne sont pas des mutants. Nos adolescents ne sont pas des digital natifs. Nos adolescents sont des personnes qui sont nées et qui ont appris à utiliser les technologies de l'information et de la communication. Alors la question est, pourquoi? Pourquoi ont-ils investi massivement ces dispositifs techniques? Avec un peu d'imagination, on pourrait quand même concevoir cette idée que les adolescents auraient pu rejeter massivement les technologies de l'information et de la communication. S'ils avaient été des rebelles, s'ils avaient été en opposition contre le monde des adultes, ils les auraient peut-être mis de côté, mais ce n'est pas ce qui s'est passé, ils les ont investis massivement. Pourquoi? Eh bien, il y a une lecture socio-anthropologique pour répondre à des nécessités liées au devenir adulte tel qu'il se déroule aujourd'hui au 21e siècle. C'est-à-dire que si on regarde bien, ce sont des raisons antérieures à l'apparition des mondes numériques qui expliquent pourquoi ils investissent les mondes numériques de cette façon. Rappelons rapidement sur le devenir adulte, mais très, très rapidement, puisque je fais face aujourd'hui à des gens qui connaissent très bien l'adolescence. Rappelons quand même que les sociologues, depuis déjà très longtemps, parlent de l'expérimentation. L'expérimentation comme modalité du devenir adulte. Faire des expériences, accumuler du vécu, faire des tests. Or, ce qu'on dit moins souvent, c'est que lorsqu'on fait des tests, lorsqu'on fait des expérimentations, il faut finir par faire des choix. Et lorsqu'on fait des choix, dans la société de l'expérimentation, il faut trouver des validations. Il faut trouver des validations. Ce qui fait qu'en sorte qu'aujourd'hui, les adolescents, comme dans les sociétés de rite de passage, ou dans les sociétés où il y avait des projets déterminés pour eux, ne peuvent plus attendre, j'ai envie de dire, la fin de la course, c'est-à-dire d'avoir traversé des épreuves ou atteint un projet pour être applaudis par les adultes. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre temporalité. Parce qu'ils ont besoin de validation en permanence dans une société de l'expérimentation, ils sont en quête de regard en permanence, jour après jour. Ils sont en train de nous demander de les regarder, de valider leurs choix, leurs affirmations d'eux-mêmes en permanence. Or, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans les mondes numériques, précisément, ils y trouvent une multiplicité de regards. Pas seulement un regard, une multiplicité de regards. Parfois, cela se passe effectivement dans les mondes numériques, mais parfois, comme on le verra, ce sont les mondes numériques, en quelque sorte, qui se déversent dans les espaces physiques et qui remettent du corps, finalement, dans cette demande de validation. Nous le verrons à travers plusieurs exemples. Prenons l'exemple de la photographie numérique. Ces images que nous voyons circuler, qui nous posent questions, qui nous posent parfois problème dans nos institutions. Évidemment, nous n'avons qu'accès à ce qui est diffusé. Nous n'avons accès qu'à une infime partie déformée de leurs expérimentations via les réseaux sociaux. Nous n'avons pas accès aux coulisses. Que se passe-t-il dans les coulisses? Eh bien, vous apprenez, par exemple, que parfois le regard recherché via les dispositifs techniques, c'est son propre regard. C'est-à-dire, ce n'est pas le regard des autres, c'est son propre regard. C'est l'exemple d'une jeune fille ou d'un jeune garçon qui raconte ceci. Un jour, je me suis mis à me photographier dans l'intimité de ma chambre. J'ai pris des photos de tous les côtés. Et là, on questionne, on demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se joue? Ces photos ont été détruites par la suite. Personne n'y a eu accès. Et lorsqu'on questionne ce qui se passe, on se rend compte que c'est un intermédiaire pour se regarder de l'extérieur avant de se confronter au regard de l'autre, dans l'intimité. Pourquoi? Parce qu'il y avait pendant longtemps le miroir pour se regarder. Il y avait aussi cette idée que je peux regarder quelqu'un et imaginer ce qu'elle voit de moi. L'appareil numérique, parfois, aux yeux des ados, représente un intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire qu'il s'agit de se regarder comme dans un miroir, avec de grands guillemets, bien entendu, mais en même temps, le point de vue est associé subjectivement
au point de vue qu'une autre personne peut éventuellement avoir sur moi. Un intermédiaire. Une première prise de risque, parce que c'est vécu bien souvent dans l'intimité comme tel. Bien entendu, et la plupart du temps, ce sont le regard d'autres personnes qui sont recherchées, et pas seulement des inconnus. Des regards de personnes qu'ils connaissent, des regards de personnes qu'ils fréquentent. Alors, il y a beaucoup d'exemples, je vais en donner quelques-uns, pour vous donner et vous sensibiliser surtout à la diversité des modalités d'interpeller les regards au 21e siècle à travers les dispositifs techniques. Le premier, c'est ce souvenir que j'ai lorsque je demande à cette jeune fille, « As-tu déjà pris un risque en prenant une photo? » Et elle répond ceci, « Ah oui. La première fois que j'ai pris un selfie en public. » Alors, le regard de l'autre interpellé, non pas lorsqu'il y a diffusion de photos sur les réseaux sociaux, non. L'acte photographique fait sens. C'est l'acte photographique qui permet d'interpeller le regard de l'autre. Puisqu'elle m'explique, lorsque j'ai fait ce selfie en public, je signifiais aux autres qui étaient en présence dans les mondes physiques, je leur montrais que moi aussi, j'avais de la valeur. Et elle en parle comme une véritable prise de risque. Autre manière d'interpeller le regard des autres, c'est aussi lorsqu'une photo compromettante, imaginons une photo à caractère sexuel, les sextos, une photo compromettante qui est envoyée à une personne significative via un dispositif spécifique qui s'appelle Snapchat. Snapchat, dispositif technique qui permet de prendre une photo rapidement de soi, de l'envoyer à une personne choisie avec un petit chronomètre sur la photo, ce qui fait que vous pouvez la regarder pendant quelques secondes et ensuite elle disparaît. Mais bien entendu, la personne qui la reçoit peut en faire une capture d'écran. Vous en serez informé, mais il existe des applications pour faire des captures d'écran sans que vous en soyez informé. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu de donner consciemment des photos compromettantes? Eh bien, c'est tout le paradoxe, c'est parce que cette photo peut être diffusée par la suite qu'elle est envoyée. Parce que lorsque je donne une photo compromettante de moi à une personne qui peut la diffuser et qu'elle ne la diffuse pas, cela prouve que j'avais raison de lui faire confiance. Ainsi, nous assistons à de nouvelles formes de rites de séduction, mais aussi de rites d'engagement. S'engager auprès de l'autre en se mettant en gage au premier sens du terme, donner une photo compromettante de soi, se mettre en otage pour prouver son amour. Autre façon d'interpeller le regard de l'autre. Il y a aussi cette jeune fille qui raconte ceci, elle dit « Pendant longtemps, je détestais l'image que j'avais de moi-même. Je ne voulais pas me faire prendre en photo. Et un jour, ma meilleure amie vient me voir. Elle me dit « Je veux te prendre en photo. » Elle dit « Non, je ne veux pas. » Et négociation, elle me raconte ceci. Il faut comprendre que je lui pose la question, lorsqu'elle me raconte cette histoire, je lui pose la question suivante. Est-ce que la photographie numérique a déjà été importante pour toi? Et elle me répond ceci. Elle dit, cette amie, finalement, j'accepte, et elle se met à prendre des photos de cette jeune fille, et qu'est-ce qui se passe? Ils regardent les photos ensemble, et évidemment, la meilleure amie vient renforcer une image positive de cette amie. Et aujourd'hui, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que lorsque je pose la question, est-ce que la photo numérique a déjà été importante pour toi? Elle répond spontanément, cette expérience. Encore une forme d'expérimentation qui échappe à notre regard, qui se passe dans les coulisses, des photos auxquelles nous n'aurons jamais accès. Bien entendu, il existe des situations plus problématiques qui montrent aussi que la prise de risque dans les espaces physiques est en quelque sorte contaminée par la présence ou l'éventualité d'un envoi de photos ou de vidéos dans les mondes numériques. C'est l'exemple de Thomas, un jeune dont je parle très souvent. Si vous m'avez déjà entendu, vous connaissez déjà l'histoire. Alors, Thomas me raconte ceci lorsque je le rencontre. Il a 18 ans. Il revient sur un épisode de sa vie qui s'est passé 2 ans plus tôt. Il me dit ceci. J'arrive dans une nouvelle école un jour. J'ai 16 ans, mes parents ont déménagé. Je suis seul, je cherche des amis. Je suis du type skateboarder.
j'aime la planche, j'aime le skate. Et donc, je vais vers quelqu'un des jeunes qui me ressemblent, on fait du skate, tout va bien. Et un vendredi soir, ils partent ensemble, font du skate, finissent par s'ennuyer. Et tout d'un coup, Thomas me raconte ceci, le leader du groupe, parce qu'il décrit le leader du groupe de cette façon et le nomme comme tel, le leader du groupe a la bonne idée, entre guillemets, de trouver un téléviseur abandonné aux poubelles et de dire au groupe, allons-y gaiement, prenons le téléviseur, montons en haut d'un immeuble et jetons-le en bas. Alors, je demande à Thomas qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, quand je suis arrivé en haut de l'immeuble, le leader du groupe s'est tourné vers moi et m'a dit, jette le téléviseur en bas, ça rappelle un peu la fureur de vivre, quelque part, en version contemporaine. Alors, épreuve imposée aux petits nouveaux, jette le téléviseur en bas. Alors, je demande à Thomas, est-ce que tu l'as fait? Il baisse la tête et il dit oui. Pourquoi? Le leader du groupe a sorti un appareil numérique et a commencé à me filmer et il a dit « jette-le en bas ». Alors il dit « tu comprends, j'étais un peu pris au piège parce que si je ne le faisais pas, j'avais l'air d'un con et si je le faisais, j'avais l'air d'un con aussi ». Alors une tension qu'on tente de résoudre. Pourquoi? Con de deux façons très, très différentes. Dans le premier cas, si je ne le fais pas, me dit Thomas, si je ne le fais pas, je me retrouve seul. Et évidemment, l'image devient la preuve que j'ai été un trouillard et donc ça peut se retourner contre moi. Si je le fais et que la vidéo est diffusée, cela prouve que j'avais un complice. Engagement, pour le meilleur et pour le pire. L'image, parce qu'elle est potentiellement diffusable sur Internet, vient s'immiscer dans les prises de décision, dans les mondes physiques. Or, on le sait très bien, c'est que parfois, les adolescents vont aller un peu plus loin, j'ai envie de dire, dans la prise de risque. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rechercher le regard de personnes qu'ils connaissent. Ils ne vont pas chercher de regard de gens qui sont autour d'eux. Ils vont, au contraire, s'adresser via des applications de type Périscope, la possibilité de se filmer en direct, vont s'adresser à des gens qu'ils ne connaissent pas, à des gens qui les voient, mais qu'ils ne peuvent pas voir, brisant ici l'espèce d'équilibre dans la réciprocité, c'est-à-dire lorsque l'on peut voir quelqu'un et quelqu'un nous voit. Ils s'adressent cette fois-ci à un regard anonyme. Et je prendrai cet exemple très triste dont vous avez entendu parler il y a quelque temps. Le 10 mai 2016, il y a peu de temps, une jeune fille de 19 ans s'est suicidée pour la première fois en direct via une application qui s'appelle Périscope. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que cette jeune fille ne s'est pas suicidée simplement, j'ai envie de dire. Tout au long de la journée, elle a parlé à des inconnus, elle a parlé à son public anonyme, en évoquant plus ou moins explicitement qu'elle allait mal, en disant qu'elle avait été victime de violence, en annonçant plus ou moins subtilement qu'elle allait passer à l'acte. Elle s'en est remise à un regard anonyme, au hasard des réactions des internautes, au destin, et c'est pour cela que j'appelle ce genre de comportement des ordalies numériques. Des ordalies numériques. On le sait très bien, David Le Breton en a parlé il y a déjà très longtemps dans le champ de l'anthropologie. L'ordalie, le fait que lorsqu'on est dans des situations de prise de risque radicale, on s'en remet à un regard anonyme pour se mettre en danger et se sentir vivre. Aujourd'hui, au 21e siècle, nous assistons à des ordalies numériques, c'est-à-dire des jeunes qui s'en remettent au hasard des regards qu'ils peuvent trouver sur Internet. Je vous remercie pour votre attention.